Bonsoir à toutes et à tous. Donc, content d'être parmi vous ce soir. Merci pour l'invitation. On a quelques historiens à travailler sur Jean Jaurès à sillonner la France en ce moment pour des raisons de commémoration. Et pour une fois, je ne sillonne pas la France. Je fais une conférence chez moi à Rouen. Donc, je suis d'autant plus content d'être parmi vous. Donc, ça a été dit avant. Il est question pour moi d'évoquer ce soir le rapport entre, chez Jean Jaurès évidemment, le socialisme et la laïcité. En effet, ça a été rappelé, Jean Jaurès est l'artisan, un des grands artisans de la loi des séparations des Églises et de l'État, mais Jean Jaurès a une conception spécifique, républicaine et socialiste sur toute une série de points, avant les années précédentes de la bataille pour cette loi, qui me paraissent très importants. Ça me paraît très important de les rappeler pour bien comprendre comment finalement va s'imposer cette loi en 1905, ce qui n'allait absolument pas de soi les années qui précédaient. Donc, je voudrais revenir tout d'abord sur la trajectoire de Jean Jaurès dans les années 1880 quand il est entré en politique. Jean Jaurès, la première fois qu'il a été élu député en 1885, a été élu sur une liste républicain opportuniste, comme on disait, et républicain entre guillemets modéré, le mot opportuniste évidemment ayant un sens aujourd'hui tout autre. Jean Jaurès était à cette époque-là un républicain qui était un ferriste, ardent partisan de Ferry, y compris même sur les questions coloniales, j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure. Mais l'ancrage initial de Jean Jaurès, c'est ce républicanisme-là. Et je précise aussi, parce que ça ne va pas de soi pour le socialisme de l'époque, certains socialistes ont connu la prison, certains ont connu les combats de rue lorsqu'ils ont participé à la Commune de Paris en 1871, ou même à la proclamation de la République en septembre 1870 et autres. Jean Jaurès, lui, est quelqu'un qui est né donc à Castres en 1859, quelqu'un qui est agrégé de philosophie, un normalien avant, qui devient universitaire. Si je puis dire, il aurait pu rester un intellectuel universitaire brillant dans sa province, devenir un notable politique, et puis finalement il aurait rempli les annales d'un certain nombre de dictionnaires, etc. Mais on n'aurait plus entendu parler. Or, ce qui fait que Jean Jaurès va devenir ensuite si connu, même si évidemment la phase finale de son existence explique aussi beaucoup de choses pour la postérité. Jean Jaurès va progressivement se rapprocher du socialisme pour deux raisons principales. Alors, les historiens discutent depuis longtemps pourquoi Jean Jaurès, finalement républicain opportuniste, est devenu socialiste. Je vous résume les deux thèses principales. L'une a tendance à dire que Jean Jaurès a évolué pour des raisons intellectuelles. Il a fait une thèse complémentaire sur le socialisme allemand qu'il a soutenu en 1892. Donc le socialisme allemand à cette époque-là, c'est Marx, c'est les idées marxistes, pas que, mais en partie. Donc il a un contact, il a un rapport au texte de Marx, de Hegel, de toute une tradition aussi qui remonte aux Lumières et autres, qui fait qu'il y a un passage au socialisme, comme le dit Gilles Kandar, en partie déjà pour des raisons intellectuelles. Voilà. Il est convaincu de plus en plus que les idées socialistes sont les idées justes qu'il faut adopter. Ça, c'est la première chose. Mais il y a aussi une autre chose fondamentale qu'il ne faut pas oublier, sur laquelle insistent peut-être d'autres historiens plus sensibles à l'aspect social des choses. C'est son contact avec le monde ouvrier, notamment les mineurs de Carmaux, auxquels il assiste à des grandes grèves en 1892, et lui, encore une fois, si je puis dire, quelqu'un qui n'a pas eu à souffrir des maux de l'existence et autres, voit cette misère ouvrière et est sincèrement touché par ce mouvement social, on dirait aujourd'hui ces grèves, qui exprime la condition terrible dans laquelle sont les mineurs de l'époque. Donc à la fois une évolution intellectuelle vers le socialisme, il vient du socialisme républicain, laïque et autres, il va vers ses convictions, et en même temps un contact avec la très dure réalité sociale de l'époque qui contribue à affermir ses convictions. Et là, nous sommes pendant les années 1889, 1892, 93. Lorsqu'il est réélu député en 1893, Jean Jaurès va l'être cette fois-ci sur une base socialiste. Il est élu sur le programme du Parti ouvrier français. Le Parti ouvrier français, c'est le premier parti socialiste de l'histoire de France, issu du congrès de 1879. Je vous passe sur les détails, si je puis dire, car les socialistes de l'époque sont extrêmement divisés. Il y a grosso modo 5 courants, sans compter même les syndicalistes, qui sont encore un courant à part, lorsque la CGT est créée en 1895, elle a une autonomie propre. Mais Jaurès est élu sur la base du Parti ouvrier en 1893, et le Parti ouvrier à l'époque, c'est Jules Guesde, notamment,
Jules Guesde, c'est l'un des grands leaders socialistes de cette époque-là. Et ce Jules Guesde-là, il est plus sensible aux idées marxistes que d'autres socialistes. Et donc, Jaurès, à la base, est élu sur cette base-là, plutôt marxisante. Donc, c'est un élément important pour comprendre aussi sa trajectoire. Mais, et c'est connu ensuite, Jaurès et Guesde, Guesde est beaucoup moins connu que Jaurès, mais si il n'y avait pas eu certains éléments dans la trajectoire ultérieure, il faut voir qu'à l'époque, Guesde, pendant toute une période, est même plus connu que Jean Jaurès. Je le dis parce que lorsqu'on resitue dans l'époque, ça va être important pour comprendre ensuite, lorsqu'on va arriver à la question de la loi de séparation des Églises et des États et des batailles qu'il va y avoir au sein des courants socialistes. Donc Guesde et Jaurès vont progressivement diverger sur un certain nombre de points. Alors, on va faire une longue liste, mais ce n'est pas l'objectif de la soirée, donc je vais prendre quelques éléments précis qui me paraissent significatifs des contradictions qui animent le mouvement socialiste sur un certain nombre de points. Jaurès, lui, va rester profondément ancré dans ses convictions républicaines initiales. Vous faisiez allusion à l'instant à son histoire de la Révolution française. Il va lancer une grande histoire socialiste de la France contemporaine, dont il va rédiger les premiers volumes consacrés à la Révolution française entre 1900 et 1904. Et ce qui est très significatif, c'est qu'il a essayé d'associer tous les socialistes de l'époque, dont Jules Guesde. Mais Jules Guesde a refusé de participer à cette entreprise. Pourquoi? Eh bien pour des raisons politiques liées au contexte de l'époque que je vais vous expliquer maintenant. Deux points majeurs, encore une fois il y en a d'autres, séparent Guesde de Jaurès. Guesde, et ce qu'on a appelé le guédisme, une certaine tradition du mouvement ouvrier français, considère que la République, le républicanisme, reste fondamentalement bourgeois et que pour créer un parti ouvrier autonome, il faut se séparer de ces traditions bourgeoises, pour le dire un peu vite. Et il y a une sensibilité très forte dans le mouvement ouvrier français autour de ça. Lui, Jaurès, est en désaccord avec cela, compte tenu de son ancrage précédent. Mais ça va se matérialiser autour de deux points. L'affaire Dreyfus, notamment, d'une part, et la question de la participation à l'État républicain en 1899. L'affaire Dreyfus, vous en connaissez les grandes lignes, ou tout du moins vous savez que c'est une histoire d'un militaire, le capitaine Dreyfus, qui est condamné pour des raisons liées à l'antisémitisme. Tout ça est assez connu. Mais ce qui m'importe ici, c'est d'expliquer pourquoi Jaurès va se lancer dans la bataille de Dreyfus. Parce que c'est au nom de ses convictions républicaines, au nom de la défense d'un certain humanisme qui transcende les clivages entre les classes sociales, pour le dire. Alors que Guesde et quelques autres, eux, vont considérer que, non pas pour des raisons antisémites, il faut faire attention sur cette question-là, Guesde, pour des raisons de classe, si je puis dire, et pour des raisons de profonde haine à l'égard de l'armée, il faut se souvenir que Guesde et d'autres ont connu la répression de la Commune. Pour eux, l'armée, c'est ceux qui ont tiré sur les ouvriers, etc. Et pour eux, la République, ça reste ça aussi. C'est la République qui tire sur les ouvriers. Je dis, c'est pas pour justifier, mais c'est pour bien comprendre le contexte. Donc, pas question de défendre un bourgeois, un militaire, dans ce contexte-là. Là, il y a une grande ligne de clivage entre Guesde et Jaurès. La deuxième ligne de clivage, le deuxième point, qui est extrêmement lié à l'affaire Dreyfus, c'est la question gouvernementale. Dans le sillage de l'affaire Dreyfus, en 1899, Waldeck-Rousseau constitue ce qu'on appelle un gouvernement de défense nationale qui unit les différentes sensibilités du spectre politique pour faire face aux dangers, notamment des anti-Dreyfusards, qui sont très anti-républicains, et le danger est réel à l'époque. La question fondamentale, c'est qu'un socialiste va participer à ce gouvernement d'union large, pourrait-on dire. Ce socialiste, Alexandre Millerand, qui va devenir, comme on disait à l'époque, le ministre de l'Industrie et du Commerce, parce que c'était lié à cette époque-là, et la question qui se pose pour les socialistes, dans leurs différentes sensibilités, faut-il ou pas défendre une participation ponctuelle d'un socialiste à un gouvernement d'union? Jaurès, lui, malgré les problèmes que ça pose, décide de soutenir cette union parce qu'il pense, et il y a des arguments tout à fait en faveur de cela, que la République était réellement en danger dans le cadre de la crise de l'affaire Dreyfus notamment. D'autres socialistes ne vont pas vouloir entendre parler de la participation gouvernementale pour des raisons symétriques à celles que je viens de vous évoquer sur l'affaire Dreyfus. D'ailleurs, dans ce gouvernement, il y a un certain Gallifet, qui est un général, qui a participé à la répression de la Commune de Paris.
comme le disait le regretté Maurice Agulon, qui est mort il y a quelques jours. Agulon disait, c'est vrai que c'était difficile à accepter, mais dès que vous aviez un militaire à l'époque un peu gradé, de toute façon, il avait participé à des répressions absolument atroces. Donc, soit c'était pas militaire du tout, ou un militaire. Enfin bon, c'est un débat que je laisse entre parenthèses sur d'autres points. En tout cas, Jaurès, lui, conforte ses convictions pour être anti-républicaine au moment de ces questions-là. Et nous entrons dans la phase, je vous dis, c'est un gouvernement de 1899, nous entrons dans la phase des années 1900-1905, où va se reposer perpétuellement cette question des alliances politiques sur un certain nombre de points. Et vous connaissez la fin de l'histoire, donc c'est, comment dirais-je, comment les combinaisons vont se faire, mais je crois qu'il est intéressant de comprendre comment Jaurès s'inscrit dans un combat politique entre 1902 et 1905 pour justement réussir ce combat qui est d'imposer la loi de séparation des églises et des États, car ça n'allait pas du tout de soi. Quel est le contexte politique entre 1902 et 1905 pour Jaurès? En 1902 se pose la question, c'est le gouvernement d'Émile Combes, à nouveau du soutien ou pas des socialistes à cette coalition, on dirait aujourd'hui un terme un peu anachronique. Jaurès et quelques autres socialistes vont défendre la participation, défendre l'alliance et non pas la non-participation, parce que la participation au gouvernement avait posé trop de problèmes, avait profondément divisé les socialistes, et décide de soutenir la démarche globale de Combes, laïque et anticléricale. Je vais revenir sur l'anticléricalisme et autres ensuite, parce que ça pose des questions au sein du mouvement socialiste, et pas que français. Mais Jaurès décide d'accepter l'alliance, sans participation. C'est important, parce que ce n'est pas la même chose. Jaurès devient à ce moment-là, c'est important de le dire pour sa trajectoire biographique, vice-président de la Chambre des députés. C'est le stade le plus haut, le plus gradé, si je puis dire, dans les institutions de la République qu'il a atteint. Donc c'est pour dire qu'il est tout à fait en première ligne à ce moment-là. Il faut voir qu'avant, Jaurès était un député républicain parmi d'autres, il était socialiste ensuite, je l'ai dit, mais qui n'était pas une figure si centrale de la vie politique que cela. C'est à ce moment-là qu'il entre en scène, réellement. Se pose la question à Jean Jaurès, aux socialistes français, mais aussi au socialisme international, je vais en dire un mot, du rapport que doivent entretenir les socialistes à la question religieuse, à la question du rapport entre les religions et l'État, mais aussi à la question religieuse, aux convictions religieuses tout court, si je puis dire. Un mot sur le socialisme international, un mot de contexte, et ensuite je reviendrai au contexte français. Parce que pour Jaurès, contrairement à ce que l'on peut peut-être dire ou croire parfois, Jaurès a toujours en vue l'international, notamment une internationale avec un grand I, qui est l'internationale socialiste. L'internationale socialiste, elle existe formellement toujours, enfin, changé, par rapport à ce que vous disiez en introduction. Elle a été fondée en 1889 à Paris pour le centenaire de la Révolution française. Elle s'est divisée rapidement sur un certain nombre de points, mais je n'entre pas dans les détails. Ce qui est essentiel, c'est qu'un des objectifs des socialistes européens était de trouver les moyens d'une coordination à l'échelle européenne, parce que ça se posait essentiellement à l'échelle européenne à cette époque-là, sur toute une série de points, que ce soit la voie révolutionnaire, la voie réformiste, il y avait une série de débats, mais je n'entre pas là-dedans. Mais il y avait une autre question fondamentale, qui était de réussir à créer un parti unifié. Or, autant les sociodémocrates allemands ont leur parti unifié depuis 1890, le fameux SPD, qui lui non plus n'a pas changé de nom, mais a connu quelques évolutions. 1890 au congrès de la Halle, alors il y a des origines, il y a le congrès de Gotha, 1875, mais je ne pouvais pas. L'histoire de tout ça, ce qui est très important, c'est que ce parti allemand SPD est le plus puissant d'Europe et domine l'international socialiste. À côté, les Français passent pour des rigolos. Ils ont 5 courants et tout cumulé, ces 5 courants avec la CGT en plus, réunit beaucoup moins de militants que la social-démocratie allemande. Je dis ça parce que lui dit, ah, il est spécialiste un peu de ça, donc il parle de ça. Non, non, pas du tout. Jaurès, il sait très bien qu'il n'arrivera jamais à unifier le socialisme français s'il n'a pas l'aval et l'appui de l'international. Donc, parallèlement à son combat sur les questions laïques, parallèlement à son combat sur la question religieuse, il y a le débat perpétuel avec les sociodémocrates allemands qui donnent de là sur un certain nombre de points. Et pour vous donner un petit peu la fin de l'histoire pour bien me faire comprendre, parce que c'est tout à fait un temps de séparation, si la SFIO est créée en mai 1905,
c'est parce qu'il y a eu une impulsion au congrès de l'international l'année précédente, en 1904 à Amsterdam. Donc, ces débats sont parallèles et c'est important de les comprendre. C'est important de rappeler ça parce que Jaurès et les sociodémocrates allemands ne sont pas du tout d'accord sur la question religieuse et sur la question de la séparation des églises et de l'État. Alors c'est une question assez compliquée car l'un des grands programmes politiques européens de l'époque, c'est le programme d'Erfurt, 1891, congrès d'Erfurt en Allemagne, c'est le bréviaire un peu, le programme politique qui sert de modèle pour les autres. Et formellement, la social-démocratie allemande, comme toute une série de partis à l'époque, demandait à ce que Église et État soient séparés comme un des éléments programmatiques du programme social-démocrate. On dit social-démocrate en Allemagne pour toute une série de raisons. Or, si on regarde les combats que mène la social-démocratie allemande de cette époque-là, en parallèle avec les socialistes français, eh bien, globalement, l'argumentaire, quelles que soient les sensibilités du parti en Allemagne, était de considérer que, bon, ces questions-là, entre guillemets, religieuses, de laïcité, bon, c'était pas très important. Ce qui primait, avant tout, c'était les luttes économiques, les luttes de classe et autres, et que finalement, le reste importait relativement peu. Et si vous avez l'occasion, je vous recommande d'aller voir des textes que j'espère rééditer un jour, on en réédite déjà pas mal cette année. En 1903, donc au moment des congrégations et autres, vous l'avez rappelé, au moment du dépôt de la première loi, etc. En 1903, une revue de l'époque, c'est sur Gallica, le portail numérique de la Bibliothèque nationale de France, le mouvement socialiste lance une grande enquête, ça s'appelle de mémoire Enquête sur le cléricalisme et le socialisme, je me trompe un mot près, qui demande l'opinion de tous les socialistes dans tous les pays d'Europe sur cette question. Que faut-il faire? Faut-il demander prioritairement la séparation des États? Faut-il lutter contre la religion, y compris la militarie, etc. Comment faire reculer au profit de la conscience socialiste les convictions religieuses? Et est-ce que faire reculer les consciences religieuses, ça va d'ailleurs faire progresser les convictions socialistes? Donc c'est des dizaines et des dizaines de pages, plusieurs mois. Je vais vous donner quelques exemples simplement pour vous donner une idée. Mais voilà, ce débat international est fondamental. Et quand je dis dans le mouvement socialiste, les cadres socialistes dans leur diversité, républicains et autres, qui lisent cette revue, ça reste quelques centaines de personnes, mais c'est ceux qui ensuite ont discuté à l'Assemblée, eh bien, savent cela, savent que les débats ne traversent pas uniquement la France. Donc je le disais juste avant, pour beaucoup de sociodémocrates allemands, la République, la laïcité, tout ça, c'est des trucs de français, franchement, ça nous intéresse. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un peu les moqueries, les débats lors des congrès internationaux qui sont parfois ce qu'ils sont, compte tenu du fait que ce soit des congrès, même si c'est déjà d'un très haut niveau par rapport à ce qu'on peut connaître un siècle plus tard. Si vous regardez, je vous recommande, ça vous trouvez ça facilement sur Internet, un des grands débats en 1904, donc juste après cette entre Jaurès et Bebel. Bebel, c'est le président du Parti social-démocrate allemand, c'est le Jaurès allemand de l'époque. Il meurt en 1913 d'ailleurs, peu avant la guerre, un peu comme Jaurès, mais lui de sa belle si je puis dire. Bebel dit à Jaurès, il dit, mais pourquoi vous, socialistes français, vous vous acharnez à vous battre sur les congrégations, sur la religion, etc. Vous allez faire peur à nos, il ne dit pas ça exactement compatriotes, mais qui ont des convictions religieuses profondes, et par ailleurs, ce qui importe, c'est d'unifier les gens sur une base de classe. Et il est aussi très sévère sur la question républicaine, en disant, et là, il faut bien avoir ça en tête, sinon on ne comprend pas pourquoi il y a des oppositions, il dit, nous, Allemands, nous sommes dans un empire, nous avons un Reich, bon, extraordinaire, c'est d'autant extraordinaire que le Reich en question les a interdits pendant 12 ans entre 1878 et 1890. Donc, il sait de quoi il parle, Bebel. Et il dit, Bismarck, longtemps chancelier, 64-90, il dit, nous avons obtenu des assurances sociales plus avancées que la République française. Ce qui est vrai. Donc, à quoi bon suivre les socialistes français qui, nous maintenant, après nous avoir embêtés avec leur République, nous embêtent avec leur question anticléricale et laïcale, pour le dire un peu vite. Donc, il y a cette question-là qui est très présente. Et en France, je reviens désormais à l'Hexagone, on dit outre-Rhin, il faut pas cette époque-là, en fait c'est pas du tout outre-Rhin l'Allemagne, c'est outre-gauche, donc bref, je passe.
faire attention pour cette époque-là, parce que cette question-là est toujours très présente dans les débats aussi. Non, je repasse en France parce que les débats que je viens de vous évoquer sur cette question des priorités des luttes, pour le dire, mais des batailles politiques à mener, il y a des conséquences dans le champ socialiste français. Parce que les proches de Gued, parmi d'autres, reprennent les arguments des sociodémocrates allemands dont ils se veulent les plus fidèles interprètes, en disant « nous sommes, entre guillemets, les vrais socialistes français, nous pensons que les sociodémocrates allemands ont raison et que les luttes laïques, les luttes anticléricales que le gouvernement Combes est en train de mener, soutenu par Jaurès, eh bien ces luttes sont soit dans le meilleur des cas inutiles, dans le pire des cas, voile la face aux ouvriers sur un certain nombre de points. » Et donc quand Jaurès va mener la bataille à laquelle vous avez fait très justement référence au début de l'exposé, eh bien Jaurès est sur plusieurs fronts. Il y a le front entre les radicaux, Combes, etc., chercher les alliances avec eux, mais il a essayé de convaincre une partie des socialistes français qui pèsent quand même là-dedans, et ça fait un peu plusieurs étages, j'ai bien conscience, mais c'est très important de comprendre, et en même temps Jaurès ne va pas se fâcher avec eux parce qu'il veut l'unité socialiste française. Et il sait qu'on ne pourra pas faire l'unité sans Gued. Donc, toute la tactique de Jaurès, on évoquait Jean-Paul Scott qui est déjà venu ici parler aussi de la laïcité, il dit Briand c'est finalement celui qui fait le contenu dans la loi de séparation, et Jaurès c'est le stratège de la séparation. Et je trouve que le mot est très bon parce que Jaurès est perpétuellement dans une optique stratégique à ce moment-là. Bien évidemment, lui, il a ses convictions laïques et républicaines depuis les années 1880. Mais il y a un enjeu politique à trouver une majorité au sein des lignes de clivage que je viens d'évoquer. Et par ailleurs, il y a les socialistes qui, entre guillemets, sous-estiment la question laïque, pour le dire vite, mais il y a aussi les radicaux, alors les radicaux, le parti radical, parce que radicaux, évidemment, les radicales, c'est des gens de l'extrême gauche, attention, les radicaux de l'époque, donc le grand parti républicain qui a réussi à s'imposer, voilà, Clémenceau, etc., qui était malheureux au départ, qui était très anticolonial, plus anticolonial que Jaurès à l'origine, si vous comprenez, mais à la fin, c'est une autre histoire. Je vous renvoie, si vous voulez, un livre, avant qu'il soit connu, de Manuel Valls, sur Clémenceau, Jaurès. Non, c'est pas livre. Où il prend parti pour Clémenceau contre Jaurès. Je dirai un mot tout à l'heure, éventuellement, du débat Clémenceau-Jaurès, 62 points. Mais ce qui est important sur le rapport Jaurès et les radicaux, c'est que Jaurès a un autre problème avec les radicaux. Certains radicaux, donc entre guillemets modérés sur un plan politique, voire très modérés sur un plan social, peuvent être plus radicaux, cette fois-ci au sens littéral, sur la question religieuse, plus anticléricaux que Jaurès. Donc Jaurès a d'un côté des socialistes qui lui disent non, nous c'est la lutte de classe avant tout, la laïcité, on s'en occupe pas, et de l'autre, des radicaux qui sous-estiment eux la lutte des classes complètement à la question sociale. Et tout l'art de Jaurès entre 1902 et 1905 va être d'essayer de trouver une majorité dans ce cadre-là. Donc c'est aussi pour ça que Jaurès va acquérir l'aura qu'on lui connaît ensuite après 1905. Car l'année 1905, c'est l'année où à la fois il est un des artisans de l'unité socialiste, mais un des artisans de l'unité socialiste, si je puis dire, sur ses bases, puisqu'il contribue à faire voter cette loi absolument fondamentale. Il y a une autre question sur à la fois cette tactique et le résultat en 1905 qui est très important de rappeler, c'est l'argument sur lequel gagne Jaurès dans le camp socialiste, ce qui n'allait encore une fois pas de soi au début du XXe siècle. Jaurès, pour paraphraser, je pourrais éventuellement faire quelques citations tout à l'heure si vous voulez des éléments un peu plus précis. Jaurès dit aux guédistes la chose suivante. Il faut voir que l'écrasante, plus de 90% des Français sont à l'époque croyants. Donc il faut aussi se souvenir de cela. On parle de quelques dirigeants socialistes qui, pour la plupart d'entre eux, sont athées, mais qui sont totalement isolés du point de vue de leur conviction, pour le dire rapidement. Et le débat qui se pose pour les socialistes qui ont une vision, on trouverait aujourd'hui un peu mécaniste du processus politique, qui est de dire, bon, ça passe par différentes étapes, et la question c'est, est-ce que si nous arrivons à faire en sorte que plus de Français n'aient plus
globalement, en ce qui concerne la France, les parents majoritaires ne soient plus catholiques, eh bien, est-ce que c'est une étape pour aller vers l'adhésion au Parti socialiste? Les guidistes, eux, pensent qu'avant tout, je l'ai dit, c'est l'unification sur le plan des revendications sociales. Mais Jaurès développe un argumentaire qui me paraît très intéressant dans une série de textes. Il dit, bien sûr, la laïcité en tant que telle, si nous arrivons à obtenir, par exemple, la séparation des Églises et de l'État, avant, pendant la bataille, toujours entre ces années 1902-1905, nous obtiendrons non pas forcément des progrès immédiats du Parti socialiste, alors il parle parfois du Parti socialiste alors qu'il n'existe pas encore, donc c'est encore cet objectif en tête. Eh bien, si nous arrivons à faire cela, nous parviendrons à dessaisir l'Église catholique d'un de ses plus puissants instruments, qui est son emprise notamment sur la question scolaire, sur la question étatique et sur toute une question de points liés à l'État. Donc, si on veut faire avancer la conscience socialiste, même par étapes, même progressivement, et je vais dire un mot de l'étape et du progressivement, qui est un point important de la pensée politique de Jaurès, pour comprendre à mon avis sa position sur la laïcité, si nous arrivons progressivement à extraire l'Église le plus possible des affaires de l'État, parce qu'à l'époque il n'était pas encore sûr de réussir à faire voter la loi, eh bien, nous parviendrons à avoir des consciences qui soient un peu plus éloignées de l'Église catholique, et à ce moment-là, le Parti socialiste pourra faire de la propagande plus facilement auprès des consciences et des individus, etc. Donc ça, c'est un argument important qu'il développe face aux guidistes et à d'autres socialistes. Et c'est cet argument-là qui va faire que non seulement il va réussir finalement à trouver une majorité, mais qui va aussi gagner en influence dans le socialisme français. Vous savez, il y a une expression de l'historien Ernest Stavros qui disait que le socialisme français, finalement, c'est un maximalisme de la République, c'est-à-dire ce sont les convictions républicaines, ou une partie d'entre elles, poussées à bout, si je puis dire. Il faut mieux dire maximaliste, d'ailleurs, c'est plus joli que dire poussées à bout, donc restons à la formule initiale. Eh bien, ce qu'arrive à faire Jaurès à ce moment-là, c'est à ancrer le socialisme français dans vraiment les convictions républicaines issues de la Révolution française, pour le dire vite. Alors, dit comme ça a l'apparence de la banalité. Mais si vous reprenez vraiment le contexte de l'époque et les conflits, les batailles qu'il y a dans le mouvement socialiste, eh bien, ça n'allait pas de soi. Et encore une fois, ce n'est pas un hasard si cette bataille-là, sur la question de la laïcité, sur la question de la séparation, sur la question scolaire qu'il mène, est parallèle à son combat pour l'unité socialiste sur ses bases à lui. Et ce qui est intéressant, et je vais en arriver à ces convictions graduelles, si je puis dire, sur un certain nombre de points, de gradualisme, c'est que Jaurès, en 1905, si vous regardez les déclarations de la SFIO, lorsqu'elle est créée, donc section française de l'Internationale ouvrière, on voit bien d'ailleurs pourquoi je faisais que l'Internationale avait une quoi, l'ancien nom du Parti socialiste, c'était se penser juste comme une section d'une internationale plus large. Un Parti socialiste unifié, c'était en petit dessous. Après, ça s'est inversé dans un autre contexte. Mais ce qui est important, c'est que si vous regardez les textes de l'époque de 1905, formellement, vous avez l'impression que sur un certain nombre de points, c'est plutôt les partisans de Guette qui ont gagné. Mais en réalité, dans la pratique, dans les combats, c'est Jaurès qui a plutôt gagné, et les années suivantes, notamment il y a un congrès très célèbre de la SFIO en 1908, la perspective jaurésienne, républicaine, est de plus en plus gagnante, si je puis dire, dans le socialisme français. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît fondamental. À noter que, je le dis parce que j'avais oublié de le signaler avant, on est encore totalement dans ce contexte-là, c'est le moment aussi où Jaurès marque des points et gagne une bataille en créant, même si c'est une bataille qui va porter à bout de bras jusqu'à sa mort, c'est la création de l'Humanité, du journal L'Humanité en 1904. Parce que si vous voulez bien comprendre les débats préparatoires à la bataille qu'il mène, c'est dans l'Humanité qu'il faut lire. En plus, maintenant c'est facile parce que ça aussi, c'est numérisé par la Bibliothèque nationale de France. C'est en 1904, dans ce contexte-là, et ce n'est donc pas un hasard. Il écrit toute une série d'articles sur cette question-là. Je citerai simplement 2 ou 3 phrases qui me paraissent tout à fait significatives. Démocratie et laïcité sont 2 termes identiques. La démocratie n'est autre chose que l'égalité des droits, et surtout la démocratie fonde en dehors de tout système religieux, toutes les institutions, tout son droit politique et social, etc. etc. C'est dans l'Humanité qu'il écrit cela, qu'il associe démocratie, politique, socialiste et laïcité.
Très important parce qu'il lance l'Humanité. L'Humanité, c'est un journal socialiste, dirigé par Jean Jaurès, vous avez reconnu, mais ce n'est pas un journal de parti en tant que tel. Vous allez me dire, il n'y a pas encore de parti. Si, il y a quand même des sous-partis, etc. Ils sont divisés en deux d'ailleurs, entre 1900 et 1905, entre Parti socialiste en tête et Parti socialiste de France. Pour dire à quel point la bataille de légitimité est menée. Oui, on a quasiment le même sigle, on se dit c'est nous les vrais. Particulièrement entendu. Et donc Jaurès, son journal L'Humain, c'est un journal où il souhaite pouvoir faire exprimer des républicains avancés, des socialistes de toute tendance, y compris ceux qui lui sont opposés. Je vous ai parlé aujourd'hui. Et il a cet instrument-là, qui va avoir beaucoup de mal à faire tenir, les souscriptions ne datent pas des 30 dernières années, Jaurès a beaucoup de mal à faire tenir son journal, mais c'est un instrument dans la bataille politique qui est fondamental et qu'il faut rappeler également. Alors, quelques mots donc sur ensuite la conception politique, je disais, pour aller un petit peu vite, gradualiste de Jaurès. Je pourrais évoquer peut-être, on pourra revenir dans le débat en fonction de vos questions, parce que peut-être certains points sont plus connus que d'autres. Jaurès va continuer à mener des batailles pour la laïcité, notamment sur la question scolaire. Il va écrire notamment toute une série d'articles, il y a un texte qui est célèbre pour la laïque de 1910. Mais je voulais en revenir donc davantage aux conceptions politiques plus générales de Jaurès. Je l'ai dit, Jaurès est profondément ancré dans un républicanisme des années 1880, qu'il a prolongé à travers un certain nombre de convictions ancrées dans le socialisme. Mais ce qui fait qu'il gagne aussi une bataille politique, c'est le résultat, c'est sa conception de l'État. Alors là-dessus, vous aurez plaisir de pouvoir lire encore lui Jean-Paul Scott qui, à la fin du mois d'août, ou enfin début septembre, qu'importe, fera paraître un ouvrage sur Jean Jaurès, pas spécifiquement cette fois-ci sur la laïcité, bien que ce soit une composante, mais sur l'évolution révolutionnaire. Alors qu'est-ce que c'est l'évolution révolutionnaire chez Jaurès? Certains vont jusqu'à dire, un peu par provocation, mais pour bien se faire comprendre, que Jaurès est un réformiste révolutionnaire. Alors quand on connaît les lignes de clivage au XXe siècle consécutives à la révolution bolchevique, évidemment cela peut faire sourire, mais qu'est-ce que cela signifie dans le contexte précis de l'époque? Tout d'abord, le débat réforme-révolution, qui s'est posé dans différents contextes dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement ouvrier français d'avant 1914, n'a pas la même signification qu'après 1917. Il faut faire attention à ne pas projeter rétrospectivement des débats ultérieurs. Mais surtout, Jaurès a une conception particulière de l'État. Au XIXe siècle, dans les années 1880-90, toute une série de socialistes formés sur la base du marxisme, pour le dire vite, en tout cas sur un certain marxisme vulgarisé qui a un succès dans de nombreux courants en Europe, pensent que fondamentalement l'État, au sens de structure étatique, l'État avec un grand E, est avant tout et fondamentalement un État qui exprime les intérêts d'une classe sociale et d'une seule. En l'occurrence, pour l'époque qui vit, la bourgeoisie. Donc, il faut combattre l'État, il faut éventuellement vouloir conquérir l'État. Plus tard, on dira briser l'État, et puis après, il y aura la version léniniste radicalisée, mais en tout cas, il faut, comment dirais-je, se débarrasser de l'État bourgeois tel qu'il est. C'est quelque chose qui est très répandu dans le socialisme dans les années 1980 et 90. Jaurès, parce qu'il vient du républicanisme notamment, est quelqu'un qui n'a jamais pensé ça. Il y a un texte intéressant, Jaurès, je dirais, est marxiste d'influence sur toute une série de points, et par exemple n'a jamais cru que le manifeste du Parti communiste, donc un texte très célèbre de Marx et Engels de 1848, était un texte qui exprimait une époque, la révolution de 48 et autres, mais qui entre guillemets son catastrophisme, notamment les révolutions chronologiques dans ce texte-là, n'était plus d'actualité pour l'époque que lui vivait. Il y a un texte que d'ailleurs parfois on intitule Marx se trompait de Jaurès. En fait, Jaurès dit ça à un moment donné que Marx se trompait, mais il dit d'autres choses. Enfin, qu'importe. Donc Jaurès, lui, pense fondamentalement que l'État n'est pas uniquement, notamment l'État républicain, parce que pour lui l'État républicain représente un certain nombre d'avancées, encore plus après 1905, que l'État n'est pas uniquement un État bourgeois, qui exprime les intérêts de la bourgeoisie. Attention, Jaurès ne dit pas non plus que l'État n'exprime rien sur les classes sociales, comme certains peuvent le dire. Jaurès, pour lui, et là-dessus il est assez proche d'un certain nombre de textes du dernier Engels, le compagnon intellectuel de Marx, je passe sur les références, si vous les voulez, je pourrais vous les donner après. Il pense que l'État, notamment l'État républicain français, exprime
en son sein les contradictions entre les classes sociales. C'est-à-dire que conquérir des portions de l'État, des ministères, des êtres sociaux, on dirait, pour un peu aller vite et prendre un vocabulaire ultérieur, eh bien, l'État n'est pas fondamentalement uniquement un État de classe, mais que les contradictions s'expriment en son sein et que la bataille est aussi à mener sur ce terrain-là. Pourquoi je vous dis tout ça maintenant? Mais parce que, si vous me suivez bien, cette conception de l'État-là, de prendre en compte le fait que l'État républicain, selon lui, est une base minimale vers laquelle il faut avancer, hein, c'est l'idée de la République sociale, c'est l'idée que la République est imparfaite sur toute une série de points, mais qu'il faut la mener jusqu'au bout, et bien si vous avez cette conception de l'État-là, vous considérez que, par exemple, le fait que l'Église occupe des positions décisives dans l'État est une question absolument cardinale. Et si vous pensez que l'État est un État entre guillemets à 100% bourgeois, dont il n'y a rien à récupérer, mais qu'il faut le briser ou bien en construire un autre, enfin, détruire le premier ou bien un autre, et bien à la limite, la question de la séparation, la question religieuse de l'autre, pour vous, apparaît toujours comme une question secondaire. Hein. Tout ça pour vous dire que ce que j'ai commencé par dire, en citant Scott, et Scott a raison, c'est le stratège de la séparation de Jaurès. Mais c'est pas que la stratégie pour obtenir une majorité au Parlement, etc. Chose qu'il faut quand même obtenir dans un certain contexte. Mais il y a derrière une conception de la République, je l'ai dit, mais aussi de l'État qui est spécifique. Parce que pour lui, ce n'est pas secondaire le fait de pouvoir conquérir des positions dans le cadre de l'État existant. Alors que, même si ça peut paraître un peu décalé aujourd'hui, beaucoup de socialistes à l'époque considèrent qu'il ne faut absolument pas mener la bataille au niveau d'État, la question notamment la répression de la Commune de Paris, toutes ces choses-là, très présente dans les discours. Je pourrais multiplier les exemples, mais je ne veux pas être trop long pour laisser la place à la discussion. Je parle de l'État et des batailles de Jaurès. Bon, il n'y aurait pas forcément le temps de parler de la question coloniale et autres, bon, on va venir, mais la question du syndicalisme, par exemple, parce que ça recoupe une partie des débats dont on a parlé. La question du syndicalisme se pose avec acuité en France. Je l'ai dit, la CGT est fondée en 1895 et la CGT a longtemps été animée à cette époque-là, même si c'est un peu plus compliqué que ce que l'on peut dire parfois, par une majorité que l'on qualifie de syndicaliste révolutionnaire. C'est-à-dire une majorité qui considère que les partis politiques sont mauvais, que les partis politiques sont pour le coup parlementaristes bourgeois qui frayent avec l'ennemi, et que la base de la société future, c'est le syndicat et la médiation entre le syndicat et la société future, c'est la grève générale. C'est de cette époque-là que la revendication de grève générale comme instrument de lutte est apparue. Jaurès, lui qui vient du républicanisme parlementaire, pour l'entendre dire, est au départ quelqu'un de très radicalement opposé aux syndicalistes révolutionnaires, à la CGT, à la grève générale, etc. Il est très dur contre l'usage de la grève générale, voire même de la grève, qui est quelque chose qu'il comprend dans certaines circonstances, mais qui ne va pas de soi pour lui, parce qu'il est avant tout républicain, les formes instituées, etc., contre tout. Mais ce qui est intéressant après les batailles dont on a parlé, c'est que Jaurès fait un pas en direction des syndicalistes révolutionnaires, dans un contexte qui est celui de la montée des hostilités, un contexte du risque de la guerre, et il considère, en discutant avec les syndicalistes révolutionnaires, que la grève générale peut être un des instruments, ponctuellement, combiné à d'autres formes, avec les formes parlementaires, les élections, il ne revient pas là-dessus, qui peut justement servir à mener des batailles politiques. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est important par rapport à d'autres socialistes comme Gued dont j'ai parlé, parce que les guédistes, par exemple, eux considéreront toujours que la grève générale, que les syndicalistes révolutionnaires, tout ça, en gros, c'est des gauchistes, hein, pour le dire, c'est plus beau, vous savez, c'est après, c'est pour me faire comprendre. Hein. Donc, Jaurès, paradoxalement, alors qu'il apparaît plus modéré, parce qu'il est républicain, comme vous avez compris, il considère qu'il faut conquérir des positions dans l'État, il est plus modéré, mais en même temps, il regarde sur sa gauche ce qui se passe du côté des syndicalistes révolutionnaires, parce qu'il voit bien que d'abord c'est une force numérique importante, qui pèse, la CGT, mais aussi parce que face au risque de guerre, face à la montée des périls, eh bien, ce que disent les syndicalistes révolutionnaires de bloquer l'économie temporairement pour des raisons politiques, etc., n'est peut-être pas tant une absurdité que cela. Et c'est intéressant de voir un Jaurès que je vous ai décrit un peu avant, assez gradualiste, qui fait justement un parlementaire, vice-président de la Chambre, etc. Mais en même temps, après cette expérience-là, qui est capable d'aller au-delà de sa formation intellectuelle, de ses préjugés politiques, pour aller voir ce qui se passe ailleurs, pour essayer toujours de construire un peu
un esprit, si je puis dire, majoritaire sur un certain nombre de points. Et là, on rentre plus dans la bataille pour la paix. Mais ça me paraissait important de dire, parce que même évoquer Jaurès sans parler de ce dernier combat, paraît très difficile. Bon, le temps imparti est presque terminé, donc je vais m'acheminer vers le propos de conclusion. Un des grands combats qu'a mené Jaurès aussi entre 1905 et 1914, parallèle à la question de la paix, c'est la question coloniale. J'aimerais quand même en dire un mot, parce que Jaurès a une évolution très singulière sur ce point. Surtout si on encore une fois dans le contexte de l'époque. Il y a plein de textes de Jaurès, vous pouvez les lire aujourd'hui, il doit avoir oui, c'est classique, c'est l'identité de la gauche et tout, mais à l'époque ça n'allait pas de soi, donc c'est important. Jaurès, je l'ai dit tout au début, quand il était ferriste, hein, vous savez le surnom de Ferry, hein, à qui on doit à l'école gratuite laïque obligatoire, mais à qui on doit aussi le Tonquin, si je puis dire, il était surnommé Ferry Tonquin. C'était la grande période de quête de l'Indochine. Jaurès est un chaud partisan de la colonisation à ce moment-là. Il vient des rangs colonialistes, si je puis dire, et pas des plus modérés. Clémenceau, c'est amusant, hein, si je puis dire, quand on connaît la suite, Clémenceau, dans les années 180, est très courageux et très anticolonialiste dans un contexte d'hostilité au Parlement, quand d'autres comme Jaurès défendent la colonisation. C'est intéressant de voir comment les trajectoires vont se croiser ensuite. Jaurès, lui, après 1905, évolue de plus en plus sur la question coloniale. D'abord parce que ça met en jeu la rivalité entre la France et l'Allemagne, quant à la question du Maroc notamment, mais aussi pour des raisons profondément humanistes, ancrées dans sa conception républicaine, où il va prendre de plus en plus en compte le sort fait, comme on dit à l'époque, aux indigènes. Ça peut paraître assez banal, classique, que de le dire comme ça, mais toute une série de socialistes, par ailleurs parfois très à gauche sur un certain nombre de sujets, sur la question coloniale ne disent quasiment rien. Et Jaurès est un des rares au Parlement à s'exprimer contre les expéditions coloniales. Et je peux vous dire qu'à l'Assemblée nationale, lorsque vous vous exprimiez contre les opérations coloniales, c'était pas juste comme ça, comme aujourd'hui, c'est un peu sympathique. Vous risquez votre vie d'ailleurs, on sait comment il a terminé, le pauvre Jaurès quand même. Donc il faut voir le niveau de haine qui se déclenche contre lui à ce moment-là, en partie pour cette question-là. Donc Jaurès va assez loin sur la question coloniale, il ne remet pas fondamentalement en cause tout l'édifice colonial, quasiment personne ne le fait à l'époque, mais il est un de ceux qui critiquent le plus ce système-là, et je crois que ça mérite d'être dit, hein, on est quelques-uns à avoir travaillé sur ces derniers textes-là de Jaurès, y compris ses interventions au Parlement, qui parfois n'avaient jamais été republiées depuis qu'ils avaient été publiés par la chaîne parlementaire. Donc on a un peu repris tout ça, et ça me paraît intéressant de dire. Alors je terminerai simplement sur l'inversion du débat avec Clémenceau, parce que j'ai fait trois allusions, et j'ai pas dit comment ça s'est amené, même bien que je doute que certains d'entre vous connaissent un petit peu cela. Bon, Clémenceau vient du radicalisme quand Jaurès venait lui de l'opportunisme, si je puis dire. Lorsque Clémenceau a été président du Conseil des ministres de l'Intérieur, vous voyez, des fonctions qui parfois une grande tradition historique, non mais c'est vrai que c'est très amusant, et je le dis à partir des textes, hein, si je le dis avec ironie, mais c'est des faits, c'est que l'actuel Premier ministre, qui était comme vous le savez le ministre de l'Intérieur avant, est un grand admirateur de Clémenceau. Et bien avant que Manuel Valls soit connu, c'était il y a quelques années, hein, ça n'intéressait absolument personne sauf des gens comme moi qui passaient leur temps à regarder quand il y a des gens socialistes, des références historiques, voilà, on regarde ça à la loupe, vous savez, c'est mon travail, voilà. Mais ce qui est amusant justement, si vous reconstituez un peu, c'est comment et pourquoi cette généalogie politique. Bon, alors c'est pas pour Valls, c'est pas, voilà, c'est un propos rapide, mais il dit finalement Clémenceau entre 1906 et 1908, au moment des grandes grèves ouvrières que Clémenceau a réprimées, en fonction de ce que je viens de rappeler, eh bien, Clémenceau avait raison contre Jaurès sur un certain nombre de points. Car certes, il ne dit pas, c'était bien de tirer sur les gens, il est mort, enfin, il fait mauvais procès, mais voilà, la République c'est l'ordre. Hein, le républicanisme c'est l'ordre sur un certain nombre de points. Et Jaurès est un naïf qui pensait que dans ce contexte-là, on pouvait éviter ce genre de choses. Et donc c'est intéressant de voir comment les trajectoires de Clémenceau et Jaurès se sont croisées sur toute une série de points. Et si vous m'avez bien suivi, entre 1910 et 1908, c'est au moment où Jaurès se rapproche des syndicalistes révolutionnaires de la CGT. Ce qui rend d'autant plus hystérique Clémenceau, mais pas que Clémenceau, sur un certain nombre d'autres. Donc vous voyez ces grandes batailles qu'il a menées,
me paraissait importante à rappeler. Alors, on pourrait faire tout le diptyque Clémenceau Jaurès, parce que Clémenceau Jaurès se retrouve sur un certain nombre de questions républicaines, bien sûr, mais on voit que sur la question sociale, le clivage est vraiment important. Je vous renvoie là-dessus à un débat qui avait eu lieu entre un historien, donc Gilles Connard, qui est président de la Société d'études jaurésiennes, et Manuel Valls en personne, sur l'éclairage historique du débat Jaurès-Clémenceau et sur ce à quoi ce clivage renvoyait plus généralement dans l'histoire de la gauche française sur la question laïque, sur laquelle il pouvait y avoir un accord, mais en revanche sur la question sociale, quand elle se posait, comment dirais-je, avec une acuité particulière, et bien là il y avait une séparation fondamentale. Donc je crois que c'est important. Bon, ce qui est très difficile, et vraiment je m'arrête, c'est que Jaurès, après, j'ai essayé de vous le restituer dans son contexte, justement, les socialistes qu'on a pas oubliés, les sociaux-démocrates allemands, ça me paraît très important, parce qu'il a une postérité gigantesque. Il y a un nombre d'hommes politiques qui se sont révélés de lui, de toute tendance, de l'extrême droite à l'extrême gauche, donc il n'y a pas de problème, tout le monde a son Jaurès. Donc ça me paraît important, voilà, dans le cadre de discussion qu'on commence comme ça, de revenir vraiment aussi au contexte, ce qui est paradoxalement plus difficile que pour d'autres. Quand vous êtes historien, vous travaillez sur des obscurs, à la limite, personne ne les connaît, vous reconstituez les archives, hein, et quand vous êtes sur Jaurès, vous dites, c'est Jaurès, quoi. Donc voilà, il ne faut pas. Et vous essayez de le rendre à son époque, et il n'était pas plus connu que Bebel était beaucoup plus connu en Europe en 1914 que Jean Jaurès. Voilà, vraiment. Il faut avoir ça en tête pour même le comprendre. Voilà. Donc cette fois-ci, je m'arrête et discuter en quantité d'ouverture possible. Hein? Donc, peut-être commencer à prendre quelques questions pour éclairer le propos. Philippe. Moi, ce qui m'intéresse, ça fait sur le rapport parti-syndicat. En Allemagne, le syndicat, il est en gros créé par. C'est le parti qui crée le syndicat. En Angleterre, c'est exactement l'inverse. C'est le syndicat qui crée le parti. Et en France, on a la charte d'Amiens, qui est quand même quelque chose d'intéressant. Et moi, je pense que. Le parallèle entre la charte d'Amiens et ce qui s'est passé au niveau aussi de la laïcité, c'est intéressant. C'est l'idée de se dire, c'est par les deux, il y a quelque chose d'assez intéressant là-dessus. Et sinon, sur l'idée coloniale, au départ, la droite est anticoloniale, pas de droite parce que c'est un chef, la gauche est plutôt colonialiste, il y a un renversement des choses, où la droite devient colonialiste, surtout avec 14-18, on se dit on va avoir des troupes, c'est super, et puis la gauche devient anticoloniale. Le renversement, le fait du renversement, l'importance de Jaurès là-dedans sur ce renversement. Okay. La première question sur le modèle de rapport syndicat-parti. Effectivement, un des éléments de la compréhension entre sociaux-démocrates allemands et socialistes français, c'est la question du rapport syndicat-parti. Vous l'avez bien résumé, hein, en Angleterre, ce sont les trade unions qui ont fondé le Parti travailliste tardivement par rapport d'ailleurs aux autres forces politiques en 1906. Les sociaux-démocrates allemands n'ont pas exactement créé les structures syndicales, mais les chapeautent et les ont suscitées. Et il y a une double appartenance quasi systématique avant 14, bien qu'il y ait plus de syndiqués que de membres de la social-démocratie. On pourrait ajouter à cela, je ne l'ai pas du tout évoqué parce qu'il faut faire des choix, il y a l'action des coopératives qui est présente à l'époque. Les coopératives se sont créées en France de façon assez séparée du mouvement socialiste et du mouvement syndicaliste pour d'autres raisons. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous prenez des synthèses d'il y a 20-30 ans sur l'histoire du socialisme français ou l'histoire du mouvement ouvrier français, on parle à peine des coopératives. On considère que c'est quelque chose quasiment d'extérieur, hein, alors qu'en Allemagne, c'était tout à fait présent dès le départ. Ce qui est certain, c'est que les conceptions syndicales politiques ont interféré beaucoup dans les débats. Je prendrai un exemple et ensuite je reviens à Charles d'Amiens et 1906, donc on est exactement dans la même chronologie. Je prendrai un exemple significatif qui est souvent connu. Enfin, la personne est connue, mais son point de vue il est beaucoup moins. C'est Rosa Luxembourg. Rosa Luxembourg, donc, est plutôt présentée, si je prends l'image véhiculée directement, bon, comme, comment dirais-je, une égérie plutôt presque
français, anarchistes, ou enfin voilà. Ça dépend chez qui, alors ceux qui connaissent bien vont dire non, pas du tout, moi je sais bien, je sais que c'est pas ça, mais je prends l'idée véhiculée. Rosa Luxembourg, si vous lisez très attentivement sur la question syndicale, c'est tout à fait intéressant parce que vous allez vous dire, bah, elle va pas être peut-être qu'elle est plutôt proche des conceptions syndicalistes révolutionnaires parce qu'elle est pour révéler la torpeur des masses face aux appareils bureaucratiques, etc. Or, non, même l'extrême gauche allemande, enfin, la gauche du Parti social-démocrate à l'époque, ne se pose pas la question de l'indépendance des syndicats par rapport au parti. Et on a publié il y a à peu près un an maintenant la totalité des textes de Rosa Luxembourg sur la France. Elle dit même à un moment donné, bon, Jaurès, c'est du réformisme, c'est un peu modéré, etc. Mais alors, les syndicalistes révolutionnaires qui prônent la guerre générale tout le temps, ça ne va pas du tout non plus. Et elle renvoie les deux dos à dos pour dire à quel point dans la social-démocratie allemande, il y a un ancrage très fort du rapport, pas de complémentarité, de subordination syndicale-parti. Et là-dessus, il y a, comment dirais-je, un fossé complet qui sépare les choses. À une exception, comme en France, les guédistes dont j'ai parlé défendent la conception allemande, avec un succès d'ailleurs très faible, parce qu'ils ont leur propre fédération syndicale, soumise, entre guillemets, d'abord au Parti Socialiste de France, avant au Parti Ouvrier Français, par le différents cycles du guédisme, et qui n'a jamais, sauf régionalement, conquis beaucoup les masses. Alors, je dis régionalement, notamment dans le Nord, où il y a la tradition guédiste, il y avait quand même des syndicalistes pro. Bon, donc il y a deux conceptions très différentes qui sont liées à toute une série de choses, à la reconnaissance tardive des syndicats, à la tradition de la loi Chapelier 1791, puis la reconnaissance très tardive des syndicats en 1884. Bon. Mais pour le dire très vite, la charte d'Amiens, qui est un texte voté au congrès d'Amiens de la CGT, où plein de gens qui ne sont pas d'accord sur grand-chose se mettent d'accord sur un truc, nous sommes indépendants du Parti Socialiste. Parce que quand on dit c'est une majorité syndicaliste révolutionnaire, il y a aussi des réformistes très modérés qui votent ça, ça a été bien montré par les historiens, pour avoir la paix par rapport à la SFIO qui vient de se fonder. Si la charte d'Amiens est juste après, c'est parce que c'est pour réaffirmer l'ancrage d'autonomie et d'hostilité à l'égard d'un parti qui, lui, est lié à l'international socialiste, dominé par les Allemands, donc dominé par la conception a priori selon laquelle le syndicat doit être dominé par le parti. Mais, ça c'est la théorie quand même. Parce qu'en pratique, si vous faites des études régionales, un peu précises sur qui est membre de quoi, dans toute une série de régions françaises, entre 1905 et 1914, les gens sont membres de la SFIO et de la CGT. Et que le national dise pas du tout, c'est des salopards, la SFIO. Bon, c'est les mêmes milieux quand même. Donc, attention à ne pas trop, voyez, absolument. Mais il y a quand même des traditions syndicales très différentes qui perdurent jusqu'à nos jours, qui ont perduré, l'histoire de la RFA après 1949 et du mouvement syndical français. Bon, c'est évidemment de conception différente, même si depuis 20 ans, dans le cadre de la crise du SPD, ça a un peu changé. Mais le DGB reste très très social-démocrate au sens organique, et ça ne choque pas du tout comme ça pourrait choquer en France s'il y avait encore des choses très inféodées aux partis politiques. Votre deuxième question, du coup, comme j'ai bien un peu développé, c'était sur. Redites-moi un peu. Question coloniale, c'est bon. Sur la question, oui, sur le basculement, est-ce que Jaurès a contribué au basculement? J'aurais plutôt tendance à dire que pas tant que ça, parce que, comment dirais-je, la tradition anticolonialiste dans les années 20, c'est-à-dire le soutien au mouvement insurgé, etc. et autres, va plutôt être le fait, pendant quelques années, du jeune parti communiste. Vous allez bien, il serait quand même de Jaurès et autres. Alors qu'est-ce qu'aurait fait Jaurès au Congrès de Tours? C'est encore un problème, mais c'est pas. Il est vrai que, j'ai en tête, que le Parti communiste, notamment dans la guerre du Rif, lorsqu'il se bat sur ce terrain, cite des textes de Jaurès auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure. C'est vrai. Donc de ce point de vue-là, on peut dire oui. Mais si on se situe plutôt du côté de la SFIO, et même, il faut le dire, du gouvernement de Front Populaire, qui reste extrêmement modéré sur la question coloniale, et je ne parle pas de celui qui Mollet, 56 et autres, bah oui, partie de l'histoire du socialisme. On ne peut pas dire que le basculement ait été rapide et immédiat. C'est la France, bien sûr. Donc, on ne peut pas dire que le propos de Jaurès est essaimé dans toutes les SFIO si rapidement et autres. Et d'ailleurs, encore une fois, je le disais
tout à l'heure, avant 14, les socialistes qui prennent à bras le corps cette question se comptent sur les doigts d'une main. C'est vraiment, c'est pas du tout. Vous avez même, j'ai plus en tête la référence précise, mais elle le sera, et le volume des œuvres de Jaurès sur cette question qui part en septembre, les œuvres chez Fayal, essentiellement consacrées à l'action coloniale. Vous avez même des guédistes qui publient une brochure qui s'appelle le Maroc socialiste, où ils envisagent d'aller implanter des socialistes comme des colons, en disant oui, mais eux c'est des colons socialistes, donc bon, c'est bien, c'est pas des lumières bourgeoises, hein, c'est le socialisme, donc voilà. Et voilà, voilà. Donc, alors que Jaurès, pendant ce temps-là, il dénonce vraiment les expéditions coloniales. Alors au début, il les dénonce au nom justement des convictions républicaines, en disant nous, la République française, si nous allons dans ces pays, c'est pas pour faire ça. Et après, il évolue de plus en plus, mais encore une fois, sans jamais briser le cadre colonial complètement. Voilà. Mais il y a quelques socialistes qui le brisent. Vraiment, au colonisme, d'ailleurs, à cette époque-là, avec Paul Louis. Oui, j'ai bien écouté ce que vous avez dit concernant, je dirais, une conception culturelle fine de l'État vu par Jaurès, avec ses contradictions. Mais au bout du compte, on finit par aboutir à l'union sacrée. Et oui, c'est une mauvaise question, je sais bien, mais il semblerait qu'au nom d'une conception, d'un regard positif sur la République française, source de lumière apportée au monde, eh bien, j'ai cru comprendre que beaucoup de socialistes, voire le Parti socialiste, avaient participé à ce qu'on appelait, je crois, l'union sacrée, et que un des ministres a été socialiste, a été peut-être un peu ministre de l'armement, si je peux me souvenir, ce qui n'est pas complètement un poste de sous-secrétaire d'État au tricotage ou à la circulation sanguine ou autre chose. Je pense que la circulation sanguine, je pense que la question de l'union sacrée est à poser, parce que je crois, y compris d'ailleurs Jules Dienne, qui est un radical communiste pur jus, pur sucre, lui aussi s'est vautré dans l'union sacrée, et je crois que quasiment tout l'appareil dirigeant, toutes tendances confondues, mais peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer, s'est vautré dans l'union sacrée au nom de cette défense d'une république beaucoup plus sociale, beaucoup plus moderne que pouvaient être les affreux totons, etc. Parce que il y a cette dimension-là. C'est bien d'avoir cette conception venue d'un agrégé de philosophie qui a une conception de la dialectique, mais au bout du compte, ce qui est intéressant pour un historien comme vous, c'est aussi les faits et les arguments. Or, malheureusement, les faits sont là. C'est que ce goût de la participation aux institutions bourgeoises, on le veuille ou non, finissent par aboutir à ce massacre organisé qui a été ce premier bain de sang et la naissance du XXe siècle, comme dirait M. Hobsbawm, qui fait commencer le XXe siècle par 14-18, et les socialistes, quasiment tous, ont trempé là-dedans. Même, je crois, Karl Liebknecht aurait voté, localement, aurait voté, je crois, les crédits de guerre, et pourtant, Karl Liebknecht est un homme qui, à mes yeux, est un homme respectable et qui a payé de sa vie son courage politique. Donc voilà, Jaurès, c'est l'homme œcuménique, c'est l'icône, et j'allais dire heureusement, malheureusement, parce que je ne souhaitais pas la mort de Jaurès, je crois que c'est fait, il a été assassiné, j'allais dire presque au bon moment, mais la question se pose, aurait-il, oui ou non, fait comme les autres? Je crois que malheureusement, ses camarades ont malheureusement répondu pour lui. Mais bon, c'est un point de vue, mais vous voulez vous en faire part parce que... Non, mais je suis en pilote automatique sur cette question parce que tous les débats, quelqu'un la pose, mais il faut que quelqu'un la pose. Et disons que je viens d'une tradition politique plutôt, voilà, plutôt à gauche, on va dire, comme ça, pour faire plaisir. Non, mais tout à fait. C'est bien de savoir que c'est une parole partisane. Voilà. C'est peut-être la question la plus importante d'une certaine manière, parce qu'il a quand même été effectivement assassiné juste avant lors de la mobilisation. Alors, quelques points là-dessus, parce que vous avez évoqué Karl Liebknecht, ça tombe bien, parce que c'est souvent l'exemple que je prends pour me faire comprendre. Pourquoi je prends l'exemple de Karl Liebknecht? Pour la raison suivante, Karl Liebknecht a effectivement, contrairement à ce qu'on peut dire parfois, voté les crédits de guerre en août 1914. Mais il les a votés pour une raison précise. Il était contre. Vous allez me dire pourquoi il a voté pour. Il était pour la discipline du groupe parlementaire qu'il avait réussi à imposer avec d'autres pour que les élus ne fassent pas ce qu'ils veulent dans leur coin. Donc il y a eu un débat
préalable en Allemagne au vote des crédits de guerre, et il y avait quelques députés qui étaient contre, mais qui ont voté pour en vertu de la règle que je viens de rappeler. Car Liebknecht a voté contre les crédits de guerre seul au Reichstag lors du deuxième vote en décembre 1914. Mais en fait, il a voté pour. Mais donc, voilà, pour des raisons, la mort dans l'âme, si je puis dire. Vous allez me dire, il n'y a pas que l'âme qui va connaître les morts vu ce qui va se passer. Mais précisons sur. Oui, vous voulez non, oui. Je continue je repasse en France sur Jaurès et sur la conception républicaine. Là où vous avez totalement raison. Oui, pardon. Non. Ah, c'était pour avoir, mais ça va, je vais te dire. Je sais pas. Des heures de cours parfois sans voix. Jaurès et les socialistes français, après la mort de Jaurès, sont effectivement défendent la République française au nom de l'héritage de la Révolution, des Lumières, de tout ce qu'on veut, etc. Et ce qui est clair, c'est que la propagande de guerre, dès août 1914, dit « Nous sommes le peuple français, héritier de la Révolution, face à la barbarie impériale, germanique et autres. » Côté allemand, c'est le contraire, c'est de dire « Nous, Allemands, nous sommes les héritiers d'une tradition qui justement s'est épargnée les révolutions, qui a fait une construction nationale tardive mais efficace, industrialisation, etc. Et la quasi-totalité, effectivement, des intellectuels français et allemands, dont certains qui vont changer d'avis ensuite, se sont pliés à cette propagande de guerre. C'est une vérité absolument indéniable. D'ailleurs, je pensais que vous alliez l'évoquer, il suffit d'évoquer l'enterrement de Jaurès. À l'enterrement de Jaurès, il y avait tout le monde. C'est comme si aujourd'hui vous faisiez un enterrement avec Olivier Besançon et Marine Le Pen sur la tombe d'un pacifiste. Non, mais je rigole, à peine, puisque ça allait de Charles Maurras à. Et pourtant, Maurras, il avait quasiment appelé au meurtre plusieurs fois de Jaurès. Là, il trouvait que, bon, sur ce problème. C'est pour dire, mais le contexte hystérique qui s'empare à ce moment-là de la France, etc. Barès, voilà, il s'annule. Jaurès, il était député, Barès était député de Nancy, Sylvain de Lorraine en tout cas, s'écharpe avec Jaurès, s'entretue presque, voilà, et qui vraiment, après la mort de Jaurès, tout le monde dit voilà, nous allons suivre ce que la Jaurès pour survenir. Bien, donc c'est absolument indéniable. Ce qu'il y a à prendre en compte, même si ça peut paraître un peu ahurissant compte tenu de ce qui s'est passé après. Je crois que des deux côtés, enfin c'est pas je crois, un certain nombre d'historiens ont bien montré, des deux côtés, tout le monde était absolument convaincu que cela n'allait durer que très peu de temps. C'est les fameuses foules réunies à Paris, qui disaient à Berlin, et à Berlin c'est l'art Paris, c'est à Paris, etc. Les deux étaient convaincus qu'en 3 semaines, si je puis dire, la question serait réglée. Bon, comme elle vu, vous allez me dire. Et c'était en plus, moi bon, c'est une question longue, mais ce qu'on pourrait dire là-dessus, c'est que plus que la question républicaine et autres, ce serait d'essayer d'analyser à nouveau pourquoi n'ont-ils pas compris et senti que les contradictions entre l'Allemagne, la France, les systèmes capitalistes et autres, allaient mener à cela. Quand même, ça, on peut poser la question de quel est l'optimisme qui les a poussés jusque-là. Et ça, toute sensibilité confondue. Alors certains ont été peut-être sur ce point-là plus lucides, comme Luxembourg, qui elle annonçait, pour le coup, que le système, il allait avoir la guerre. Alors qu'évidemment, la perspective de Jaurès, c'est une perspective de sauver la paix à tout prix. Alors vous allez me dire, c'était peut-être naïf, trop ambitieux, je ne sais pas, mais voilà, il faut avoir ça en tête. Il pensait cela. Le gouvernement français a été intelligent, il avait signé dans le carnet B la liste des gens arrêtés en cas de guerre. Il n'a arrêté personne, comptant sur la fièvre patriotique, et plutôt nationaliste d'ailleurs, pour comment dire, je ne peux pas avoir besoin d'arrêter les militants antimilitaristes. Donc il a laissé faire, donc pas trop de répression, si je puis dire, dans un premier temps, permis de lâcher du lest et autres. Il est certain que l'éducation des deux côtés a beaucoup joué. Je veux dire l'éducation, la Lorraine, nous n'aurions pas la Lorraine, tous les chants, toutes les choses qu'on propageait dans la France d'avant 14 et vice-versa en Allemagne contre la France, la République, etc., le mauvais régime. Tout ça a beaucoup joué et a assurément contribué à faire en sorte qu'il y ait ce mot du président du Conseil, donc René Villani, qui est l'union sacrée.
Demeure la question de qu'aurait fait Jaurès. Alors bon, un historien ne fait pas parler les morts, traditionnellement. Mais il ne faut pas complètement se défausser, parce qu'après tout, c'est une vraie question au regard de la chronologie, parce que ça se joue à quelques heures, quasiment. Et vous avez, si vous prenez les historiens, ce qui n'est pas mon cas, qui ont vraiment travaillé de très près sur les derniers jours, les derniers textes de Jaurès, vous avez les deux sensibilités au mois de juillet 14. Vous avez des textes où Jaurès dit jusqu'au bout, la paix, et on ne se pliera pas, etc. Et il y a une conception qui a emporté le cœur de beaucoup de socialistes, qui était ce qu'on appelle la guerre défensive. C'est-à-dire considérant que c'est eux qui agressent et pas nous, on se défend. Et il est clair que dans ce contexte-là, on peut supposer que Jaurès, peut-être d'une certaine manière, dans mutatis mutandis avec l'Allemagne, car Liebknecht lui s'est pas rallié, mais il s'est rallié publiquement quand même, parce qu'il a voté, voilà, il ne pouvait pas s'exprimer, et dès qu'il s'est exprimé, il a effectivement connu les persécutions auxquelles vous avez fait allusion. On peut supposer que Jaurès, dans un premier temps, dans le meilleur des cas, n'ait rien dit, s'il avait survécu, hypothèse. Bref. En revanche, ce que je pense par rapport à ça, il y a eu des décrochages de l'Union sacrée assez tôt. Pierre Monat, de la direction de la CGT, quelques mois plus tard. Et puis Karl Liebknecht, un mois après, Pierre Monat, il démissionne du comité confédéral national de la CGT, qui s'est rallié aussi à l'Union sacrée. Quand on voit ce que disait la CGT sur la guerre antimilitariste en 1914, le pire dans cette histoire-là, c'est Gustave Hervé, qui a publié un journal qui s'appelle La Guerre sociale, qui est l'extrême gauche de la SFIO, qui considère même que les gaydistes sont enfin droitiers, et qui lui est un des plus patriotes subitement, voyez, pour dire à quel point ça en est. Donc, on peut supposer ça, mais je pense que, en revanche, là où Jaurès aurait probablement joué un rôle très important et autres, il aurait été dans ceux qui, parmi les premiers, se seraient décrochés. Je pense qu'il n'aurait pas, justement, été comme certains, ministre tout de suite, ou même Gued, qui devient ministre sans portefeuille. Il n'a aucune responsabilité. Il est là pour symboliser le ralliement. Vous vous rendez compte? Il est ministre sans portefeuille. Il ne fait rien strictement pendant un an. C'est tout à fait significatif. Voilà. Je pense que c'est la chose la plus raisonnable que l'on peut dire historiquement. Bien que ce ne soit pas raisonnable, puisqu'on ne peut pas dire ce genre de choses dans l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je pense qu'il n'y a pas de raison, je ne vois pas de raison objective de penser qu'il se serait détaché au civil de l'Union sacrée, mais je pense qu'il aurait été un des premiers. Vous savez, il y a quelques députés après français qui ont progressivement sont décrochés. Je pense à Brison, député de l'Allier, libre penseur et autres, vous avez une biographie qui est intéressante, qui avait promis à voter contre en 15, je crois, le renouvellement des opérations militaires, et qui se retrouve en Suisse à Zimmerwald lors des Kiental plutôt, la deuxième, je crois. Enfin bon, les deux grandes manifestations, toutes petites, pardon, et deux petites réunions de quelques dirigeants socialistes en Suisse, puisque c'était évidemment un pays neutre. Et voilà, on peut raisonnablement penser que Jaurès aurait été de ce parti-là, si je puis dire. Voilà. Je pense que c'est la chose la plus équilibrée que l'on puisse dire, mais vraiment, parce qu'effectivement, je vois ce que vous voulez dire, au vu de ce qui s'est passé en août 14, y compris chez ceux qui, au sein d'un groupe parlementaire, avaient dit non, je ne veux pas, je suis contre, et qui n'ont quand même voté parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement compte tenu des règles, qui ne pouvaient pas enfreindre, parce que pour eux, c'était pas possible, c'était eux qui avaient imposé les règles. Donc c'était vraiment terrible. Et on peut penser que tout ça, ce serait. Voilà, ça se serait décanté quand même, je pense, assez vite du côté de Jaurès, parce que, je vous dis, il a une sensibilité et une sincérité. Son attitude par rapport à la CGT est très symptomatique. C'est-à-dire que c'est quand même des gens qui sont très loin de lui, qu'il a combattu, qu'il continue à le combattre, qui ne font pas aucun répit et autres, mais il comprend que si la guerre arrive, si le malheur arrive, eh bien il y aura des éléments dans la CGT sur lesquels on pourra se baser. Et autant la CGT s'est ralliée à l'Union sacrée, autant parmi les premiers dirigeants du mouvement ouvrier français à s'être désolidarisés de l'Union sacrée, c'est plutôt, si je ne dis pas de bêtises, mais je ne vois pas de grands dirigeants socialistes juste avant lui, c'est plutôt Monat et autres, et quelques syndicalistes. Donc voilà. Oui. Dans le prolongement de ce que vous venez de dire, je m'interrogeais sur comment Jaurès voyait
les relations qu'il y avait dans l'internationale ouvrière et l'internationale socialiste. C'est-à-dire, en gros, est-ce que dans la vision qu'il a du rôle des syndicats, il a une vision qui est internationaliste ou il a une vision qui est marquée par ce que vous avez présenté comme le gradualisme. En fait, vous avez très bien souligné le caractère éminemment réformateur pour trouver des solutions de Jaurès. Et je me dis que cette question entre internationale ouvrière et internationale socialiste nous vient du XIXe siècle, s'est prolongée. Vous avez bien situé les syndicats par rapport à ça. Et qu'est-ce qui reste de moderne, si vous voulez, de votre point de vue, c'est plus sociologique, historique peut-être, mais qu'est-ce qui reste de moderne dans cette réflexion? Non, ce qui est intéressant chez Jaurès sur ce point, c'est que il n'est évidemment pas d'accord avec la conception entre guillemets allemande ou anglaise du rapport entre syndicats et partis. Il est à l'origine, je l'ai dit, très critique sur les orientations de la CGT, mais il est un des très rares, ça pour le coup, moi je le trouve plus intéressant là-dessus que sur d'autres sujets, parce qu'après tout, sur ces grands textes spécifiques qui sont très beaux, l'humanité, voilà, mais en termes de conception politique, c'est pas non plus ce qui est le plus intéressant de la vie. En revanche, il y a des textes aussi là, qui vont être publiés dans diverses anthologies et autres, où pour lui, il en arrive à la conviction qu'un militant socialiste, ce n'est pas qu'un militant du parti, c'est une époque avancée quand même, et qu'il y a différentes structures où s'exprime, on dirait peut-être aujourd'hui le mouvement social et politique, comme le syndicat et la coopérative. Et il y a un texte très intéressant où il dit, voilà, c'est des formes qui finalement sont complémentaires. Et il le dit à un moment où toutes ces formes s'opposent radicalement, où les guettistes veulent inféoder les syndicats aux partis, où la CGT vient de faire voter la charte d'Amiens où ils disent surtout pas les partis, et où le mouvement coopératif, globalement, s'est développé en marge de tout cela. Hein, il y a une excellente histoire du mouvement coopératif qu'a fait Michel Dreyfus récemment sur le dictionnaire des coopérateurs. Il y a des coopératives socialistes, vous savez, d'Albi et autres, etc. Jaurès a participé à des expériences, mais je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais Dreyfus parle de centaines de milliers d'adhérents à des coopératives dans la France en 1914, je pense que c'est pas 1 million, à comparer avec les 120 000 adhérents de la SFIO et autres. Et Jaurès, lui, c'est bien cela. Mais encore une fois, et moi moi-même, entre guillemets, si je puis faire mon autocritique, c'est quand en ayant travaillé sur des livres, parfois d'excellente qualité, sur le mouvement socialiste de cette époque-là, eh bien, on a l'impression que tout ce qui était idée coopérative, utopie, même la coopération, il y avait des théoriciens comme Charles Gilles, c'était pas juste les coopératives de consommation pour manger, pour rien. Non, c'était l'idée qu'au sein du système, c'était l'idée proudhonienne un peu, qu'il fallait que l'idée associationniste, comme on disait, que l'association de base est l'idée à partir de laquelle vont germer les idéaux politiques. Donc c'est très profond. Et bien Jaurès, c'est un des très rares, et pour ainsi dire le seul dirigeant socialiste, je crois, de cette époque-là, a pointé le fait que les voies d'émancipation se retrouvent dans diverses formes. Et ça, c'est intéressant. Et c'est complémentaire. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant parce que je peux vous dire qu'à l'époque, j'en ai pas vu beaucoup qui étaient capables de voir, parce qu'évidemment, le mouvement coopératif, les guettistes disaient, bon, il faut qu'ils soient comme en Allemagne, par le parti, sinon c'est des réformistes. Même pas, c'est bien que des réformistes, ils font juste de la gestion, ils distribuent à manger, ils gèrent leur entreprise comme si on pouvait gérer une entreprise comme ça, dans le système capitaliste. Donc voilà. Et Jaurès, lui, quand même, pourquoi il a ses limites en termes de formation, hein, vous l'avez. C'est un universitaire, si je puis dire, un philosophe, genre républicain et autres, qui quand même en arrive à considérer positivement toutes les formes d'expression des mouvements. Et ça, c'est vraiment, c'est peut-être, à mon avis, là-dessus qu'il peut être entre guillemets moderne, parce que tout le monde est moderne. Je vous invite à aller sur le site de l'Élysée pour le discours de François Hollande sur Jean Jaurès à Carbo, sur la réforme. C'est vous qui Vous avez des réformes. C'est vous qui l'avez écrit? Non. Je suis assez content que vous parliez du
mais je ne fais pas de commentaires sur mes collègues qui l'ont aidé à écrire. Je leur ai déjà fait mes commentaires privés. Il se trouve qu'à propos du mouvement coopératif, nous sommes remontés une cinquantaine de militants du CREAL la semaine dernière contre le ministère de Guise, et nous avons visité le génie social absolument extraordinaire qui, évidemment, a périclité, mais qui a quand même duré pas mal de temps. Maintenant, sur la question on se posait la question tout à l'heure de savoir comment, si Jaurès n'avait pas été assassiné, comment est-ce qu'il aurait voté, par exemple, au moment du congrès de Tours? Attendez aussi. J'ai aussi une réponse. Je veux pas savoir que ce 4 août 1914, il y a un député socialiste qui n'a pas voté les crédits. Et En France En France. Un député socialiste Oui. qui s'est abstenu. Qui n'a pas voté, je ne sais pas si ça a Qui pu n'a pas voté voté contre. contre. Oui. Et son adhésion au Parti communiste après a été refusée au motif qu'il n'avait pas voté les crédits, il n'était pas fiable. Ah oui, d'accord. C'était le gendre de Marx ou... Ah oui, l'allemand. Non, on l'a pas ici. La Fargue n'a jamais été Non, non, discutée. pas. Il était déjà. Ah, Oui. très brièvement. Ah non. Très brièvement. Ouais, 90-80, il était à Lille. Donc, je dois répondre sur le coup d'être. Non, non, mais c'est une indication. Cette espèce de ralliement à la guerre. Pourquoi, par exemple, le Vilain n'a pas été condamné? L'explication est tout à fait extraordinaire. Parce que si Vilain n'avait pas assassiné Jaurès, la France n'aurait pas gagné la guerre. Et sur ce que vous venez de dire en 14, alors le député auquel je vais agir, je vérifie parce que je ne sais pas moi, ouais. Par contre, Marcel Cachin, puisque vous parlez de la postérité communiste, Marcel Cachin, qui est un des futurs des grands acteurs du Congrès de Tours, qui contribue à faire voter à la motion Cachin-Ponsard, donc la motion qui est l'adhésion internationale communiste. Cachin est un guédiste avant 14 et tout à fait rallié à l'Union sacrée en 14, à tel point que quand Cachin et Frossard arrivent à Moscou pour rencontrer Lénine, pour se présenter, pour se présenter comme des représentant socialistes, donc il y a le secrétaire de Lénine, il y a Cachin qui dit mais vous rigolez, là, j'espère que c'est pas eux qui viennent nous voir. Ils nous ont laissés tout seuls en 14 mourir quasiment, et voilà. Et donc il dit bah, c'est les seuls pour dire à quel point ça posait des problèmes. La relation entre l'allémanisme et Jaurès, la filiation, s'il y en a eu, Je vais préciser. Pour répondre au tour. Il n'a pas posé sur de questions, mais je veux bien répondre sur le congrès de Tours. Je reviens sur l'allémanisme. Sur le congrès de Tours, alors bon, déjà, il a fallu voir ce que Jaurès pendant 4 ans, 5 ans. La politique ça devient difficile. Bon, mais. Ah oui, vous êtes C'est longué. C'est longué. Sur le congrès de Tours. C'est-à-dire pas c'est les uniques qui sont intervenus qui n'avaient pas. Alors oui, mais bon, les raisons pour lesquelles parce que au bout d'un moment dans la SFIO pendant la guerre, il va y avoir une majorité entre guillemets hostile à la guerre et autres, mais qui va être considérée par effectivement les bolcheviks comme entre guillemets des conciliateurs entre deux. Et Longuet et autres vont se faire justement attaquer par les bolcheviks comme des éléments conciliateurs, etc. Alors bon, mettre Jaurès là-dedans devient très compliqué parce que voilà. Bon, ce que l'on peut dire, le seul point sur lequel on peut éventuellement avancer, si on voit comment Jaurès fonctionnait par rapport à l'international socialiste et autres, ce qui peut être intéressant de souligner, c'est qu'une des grandes divergences pour adhérer à l'international communiste, c'est les 21 conditions exigées par l'international. Vous savez peut-être que... Et une autre condition a été rajoutée, spéciale dédicace, si je puis dire, pour les Français, qui était de ne pas être effectivement franc-maçon, ce qui était une manœuvre tactique aussi, ce qui permettait de foutre dehors la moitié de la SFI. Et notamment... Non mais c'était sûr, c'était aussi... quelles que soient les opinions de Jean-Jacques Le Tel,
point on a du mal à imaginer, compte tenu du fait, tout ce que j'ai dit sur l'arrière-plan républicain, spécificité entre guillemets française et autres, on a du mal à imaginer qu'il aurait pu accepter les conditions de l'internationale communiste. Hein. C'est tout ce qu'on peut dire, parce qu'après, si vous voulez, justement, on dit, bon, alors, début août 14, ça va encore, ça fait 3 jours après. Si vous voulez, vu les évolutions des uns et des autres, la Révolution 17, parce que voilà, c'est très compliqué, parce que Gued est quelqu'un qui a vécu la Révolution 17, puis qui ensuite fait machine arrière, ce qui n'est pas du tout le cas de Cachin, qui était plus modéré sur un certain nombre de points. Après, les individus évoluent aussi en fonction de la conjoncture, ça devient très compliqué de se projeter comme cela. Mais quand même, l'international discipliné, hiérarchisé, prôné par les 21 plus une condition, on a du mal à imaginer. D'ailleurs, beaucoup de Jaurésiens qui étaient proches de lui refusent. Blum étant l'exemple le plus célèbre. Mais il faut voir la défense de Blum, le vocabulaire politique qu'il a encore à l'époque pour ne pas adhérer à l'international communiste. C'est au nom de la véritable dictature du prolétariat et autres. C'est pas un argument de oh là là, tout ça. Oui. Je voulais faire une remarque sur la situation actuelle. Quasiment tous les courants de gauche se réclament plus ou moins de Jaurès en France. Et aujourd'hui, tous les courants de gauche sont en train se sont plus ou moins cassés la figure. Dans les dernières séquences électorales, on a l'impression qu'il y a une espèce de gouffre qui s'ouvre sous les pas des différents courants de gauche. Alors, je voulais vous poser une question en tant qu'historien, c'est-à-dire tout en conservant votre éthique d'historien. Est-ce que vous pensez que non, mais, votre méthodologie d'historien, en disant on ne fait pas parler les morts, mais est-ce que vous considérez, est-ce qu'il est possible qu'aujourd'hui, surtout dans le contexte du centenaire de sa mort, ça puisse servir à quelque chose, la pensée de Jaurès et son action puisse servir à quelque chose pour repenser, étant donné qu'il fait partie des références globales de la gauche en France, pour repenser une gauche qui arrête de s'effondrer. Et j'ai une toute petite remarque aussi, en complément, c'est peut-être utile aussi ici, parce que vous avez parlé des derniers combats de Jaurès en Seine-Maritime, de signaler aussi sa défense de Jules Durand, vous voyez, puisqu'il y a une association qui s'est constituée. Oui, il y a eu un colloque, un livre sur je pense que c'est utile quand même dans sa relation étroite, son attention avec la Solidaire de Montgomery, etc. Voilà, ça c'était une remarque, ça n'a rien à voir avec la question. Non, alors ce qui est vrai, c'est que vous dites que tout le monde se réclame de Jaurès, ça va plus loin que la gauche. Mais ça va évidemment plus loin. Bon, mais c'est pas nouveau, je ne sais pas si ça peut rassurer, puisque il y avait déjà eu ça sous l'occupation allemande, Jaurès, apôtre d'amitié franco-allemande, pour justifier, Pétain, etc. Tout existe d'une certaine manière, surtout quand effectivement on a été entre guillemets assassiné, si je puis dire, pas au bon moment, enfin juste au moment avant qu'un certain nombre de choses se passent. Ça c'est la première chose. Sur Jaurès, est-ce qu'il y a des choses à... Moi je pense que l'exemple, monsieur m'a posé une question tout à l'heure sur la capacité à reconnaître les différentes formes d'organisation et ne pas être arc-bouté sur les formes, on dirait, traditionnelles de la politique. Et bien justement, compte tenu du contexte dans lequel évoluait Jaurès, où la critique des partis politiques était existante, déjà, attention, elle n'était pas inexistante, mais elle n'était pas du tout, enfin c'est pas du tout le niveau de crise que l'on a atteint. Je crois que Jaurès a une sensibilité aux réalités sociales et politiques qui est précieuse. Je ne dis pas que ça va permettre de révolutionner la gauche, mais ça permet, en tout cas, de ne pas être arc-bouté sur un certain nombre de formes traditionnelles, sans non plus rejeter toutes les formes traditionnelles des partis politiques. C'est pas dire on jette les partis totalement pour faire autre chose, c'est il y a des formes et des combinaisons. Et ça me paraît un élément intéressant. En revanche, j'aurais envie de vous dire que Jaurès, là, je ne sais pas où le bas blesse, mais là où il est étonnamment, et ça c'est très socialiste français de l'époque, il est assez peu, enfin qui n'est pas concerné, pas du tout, mais qui en parle relativement peu, il est très peu orienté par rapport aux sociodémocrates allemands sur les analyses économiques du capitalisme, des évolutions du capitalisme et autres. Hein, ça ne veut pas dire que ça n'intéresse pas, mais il n'y a pas de grands textes significativement économiques de Jaurès. Il y a l'armée nouvelle, la réforme de l'armée, donc le pacifisme,
d'accord? L'histoire sociale de la Révolution française, l'héritage républicain, je l'ai dit, mais il y a une sorte, je ne vais pas dire de déficit, parce que distribuer les bons et les mauvais points à un cycle de distance, c'est toujours un peu délicat. Mais c'est un élément à prendre en compte aussi. Hein. Donc c'est d'ailleurs, et pour l'anecdote d'ailleurs, les historiens qui ont été, c'est enregistré, bon, c'est pas grave. Les historiens qui ont été conviés à déjeuner avec le président de la République pour préparer son discours, donc le président de la République, le président de la République a demandé, mais alors, vous n'avez pas genre un truc Jaurès sur l'économie, parce que là... Il dit, bah non, c'est pas la semaine, c'est pas grave, on va parler des réformes, parce qu'il était réformateur, on va parler des réformes, on va parler voilà. Donc, à l'inverse, je ne serais pas pour le fétichiser sur tous les plans, c'est ça que je veux dire. Je crois que sur cet aspect-là, il est vraiment intéressant. Sur la prise en compte, et encore une fois, si vous lisez ça avec la licence, ça paraît un peu, ça paraît pas exceptionnel, mais quand je parlais d'anticolonialisme, tu vois qu'il y a des textes sur les cultures non européennes qui sont quand même, pour l'époque, assez exceptionnels, c'est-à-dire qu'il tient compte, déjà, c'est un député assidu, vice-président de la Chambre pendant longtemps, il est battu de temps en temps, ce qui lui permet de travailler plus sur l'histoire. Pourquoi il a pu rédiger son histoire de la Révolution? C'est parce qu'il était battu aux élections. Et certains devraient à faire des choses un peu plus intéressantes plutôt que d'essayer absolument d'être. D'ailleurs, il a été réélu la fois d'après. Mais non, oui, il a vraiment beaucoup lu sur les peuples non européens. Je dis ça parce que ça fait l'expression d'époque, sur tout ce qui est en dehors de l'Europe. À l'époque, ça ne va malheureusement pas de soi, ils ont vu le colonialisme. Et il est un de ceux qui est plus attentif, et c'est d'ailleurs touchant parce qu'on imagine ça dans les débats parlementaires, il vient avec ses livres, et il cite des choses, il dit, mais vous dites que les Arabes, ceci, cela, et là, il dit, moi, regardez, j'ai vraiment travaillé, il y a des choses exceptionnelles, et là. Donc, vous voyez, ça c'est, bon, les textes n'ont rien d'exceptionnel en soi, mais pour l'époque au Parlement, il voit du cri que ça provoquait que d'évoquer cela. Et ça montre d'ailleurs, entre parenthèses, que quelqu'un peut être, quelqu'un qui était venu du républicanisme quand même modéré et autre, a pu s'ouvrir dans une perspective universaliste aux cultures du monde. Donc, il ne faut pas non plus opposer toujours, parce qu'après on a la vision, le républicanisme, c'est ce qui a justifié la colonisation. C'est vrai, mais il y a toujours eu deux branches dans la République de cette époque-là. Il y a eu ceux qui se servaient de la République et de la promesse républicaine pour critiquer le colonialisme, mais il y a ceux qui se servaient de la République pour en 14 justifier l'union sacrée, pour faire le colonialisme, mais il y a toujours eu des deux sensibilités. Ça a été une bataille de légitimité que de faire comprendre que la République c'était ça ou ça. Donc ça c'est quand même important de ce point de vue-là. Voilà, après, moi je trouve, et vous faisiez allusion à l'introduction, son plus grand texte, effectivement, qu'on republie, c'est des milliers de pages, alors oui, on fait une souscription, c'est le caractère, non mais c'est surtout pour voir le réalité, c'est pas chose sur l'histoire socialiste de la Révolution française, qui est un grand texte, mais vous avez la référence sur les bulletins, qui est... je vous incite. Alors, sur l'allemanisme, donc Jean Allemann. Donc c'est une des 5 sensibilités du mouvement socialiste français. Jean Allemann est un communard, figure très respectée du mouvement ouvrier français, pour qui Jaurès, comment dirais-je, Jaurès a une certaine estime. Je n'ai pas de texte en tête là, très précis, d'appréciation de Jaurès sur l'allémanisme, mais comme tous les autres courants, je considère qu'il y a une spécificité. Bon, pour résumer, parce que je me suis que l'allémanisme ce soit. C'est une sorte, j'ai envie de dire, ils sont à mi-chemin entre les guettistes et les syndicalistes révolutionnaires sur un certain nombre de sujets. Mais c'est une vraie sensibilité qui fait partie ensuite d'ailleurs, par entre eux, de la SFIO. Vous avez aussi un autre courant qui est les blanquistes à l'époque, les grands blanquis autres. Et toutes ces sensibilités-là, si vous voulez, et on en revient un peu à la question sur Jaurès et autres à la gauche, il n'a jamais traité uniquement par l'invective les autres courants, quand bien même il n'était pas d'accord avec eux. Il peut les traiter durement, et eux les traitent très durement. Mais sa perspective, c'est l'unité sur un certain nombre de points, etc., programmatiques. C'est une des raisons pour lesquelles il est beaucoup plus inspiré par le marxisme que d'autres socialistes qui sont aussi modérés que lui sur un plan politique, parce que c'est quelque chose qui fait sens dans l'analyse de la société. Il pense que la lutte des classes, ça existe, par exemple. Alors, mais ça ne veut pas dire qu'il a la conception de tous les marxistes, il pense que c'est un mode d'analyse de la société. Ça, c'est quelque chose à dire quand les gens vous récupèrent Jaurès de
de diverses façons. C'est que ça reste quelqu'un qui pense que les classes sociales, ça puisse s'exprimer dans l'État, de façon réformiste, modérée, c'est un autre problème. Mais sa base analytique est inspirée par le marxisme en termes de lecture de la société et des contradictions qui l'animent. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Là-dessus, vous pouvez voir, on réédition aussi, cette fois-ci en 10 jours, c'est-à-dire le débat Jaurès-Gued, les deux méthodes, ou les deux méthodes, c'est globalement ce que je vous ai dit sur l'affaire des pucelles de gouvernement, mais ils résonnent tous les deux, c'est intéressant de voir, à partir du vocabulaire des luttes sociales et des luttes de classe. Ça, c'est intéressant. Il y a un texte. Jaurès.info et vous avez toutes les infos. En tout état de cause, en ce qui concerne la réédition ou en souscription du texte de Jaurès sur la Révolution française, vous pouvez, en partant, prendre le bulletin du Créal, qui est à votre disposition ici. Le dernier, celui de mai-juin, et vous aurez les coordonnées sans souscription. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de Donc, on remercie.